Et bonsoir tout le monde. Alexandre m'a fait la liste de tous les speakers de renommée internationale qu'il a fait venir juste avant. Ça m'a mis un tout petit peu la pression. Merci Val Vaudoise pour l'accueil, c'est super cool. J'avais aussi l'option d'aller à la Vaudoise Arena ce soir, mais finalement, j'étais déjà engagé ici, donc voilà pour la partie politique. Donc je m'appelle Michael Paquier. Je travaille pour Migros Online, anciennement Le Shop, si vous connaissez. Allez, juste un petit sondage pour commencer. Qui c'est qui a déjà passé une commande chez Migros Online ou Le Shop? Petite moitié, on va dire. Ouais, ça marche. Et chez Coop? C'est pour comparer, on est d'accord. J'ai vu que l'apéro est sponsorisé par Coop derrière. J'ai trouvé très adroit, très habile. Je me souviendrai. Ok, ben voilà, juste pour ça, c'est pour faire honneur à mon employeur. Migros Online, ça, c'est les chiffres qu'on avait en 2022. Je n'ai pas ceux de 2023, malheureusement. C'est trop récent. Que ça vous donne peut-être une petite idée du volume quand même de l'entreprise. Tout simplement, déjà, ça own le domaine migros.ch. Donc, tout le trafic, tout ce que vous trouvez sur migros.ch passe chez nous. Donc ça, c'est une bonne grosse partie pour nous. Bon, un peu de revenus, 330 millions par année. Mais je pense que ce qui est presque plus intéressant encore, plus important, c'est les 1,6 million de commandes livrées par année, qui sont en fait 7,3 millions de boîtes. Vous savez, ces fameuses boîtes Migros Online, Le Shop, un peu grises. Et presque 100 millions d'articles qui sont préparés, piqués un à un, donnés des. Et ça, je trouve que c'est assez fou. Ça marche parce qu'on a 800 employés. Les 3/4 à peu près sont en données dépôt. Travaillent pour la logistique. Et puis, je pense qu'on est peut-être 200 employés de bureau et peut-être 120 employés à l'IT, quelque chose comme ça. Donc, c'est du online, pardon. Voilà pour la partie Migros. C'est fait. Peut-être juste vous dire à propos de ce talk, il y a beaucoup de best practices qui existent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de littérature avec le code coverage, avec le testing automatique, avec la qualité de code. Mais voilà, moi je pense que la théorie c'est super important parce que ça nous donne quand même un peu un objectif, ça nous donne une vision. Et surtout, je pense que quand on est un leader technique comme un architecte ou un engineering manager, c'est important de savoir où on veut aller, où on va. Il faut viser loin pour peut-être tomber un peu plus près. Mais des fois, c'est pas facile à implémenter dans une entreprise qui a peut-être de l'héritage, qui avance peut-être moins vite que ça. Ça marche souvent très bien dans les pet shop products ou peut-être dans une startup ou un produit on crée from scratch. Mais c'était pas l'idée de ce talk-là. Et là, mon but, c'est absolument pas de vous enseigner quoi que ce soit, certainement pas. Je suis pas du tout un enseignant. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour coacher et expliquer les choses. Mais par contre, j'aimerais vous donner plutôt un feedback sur quelque chose qu'on a pu expérimenter, chose assez pragmatique dans l'entreprise. Et puis, on va comparer ça, mettre en lien avec des best practices qui sont relevées par Google, entre autres. Puis à la fin, bien sûr, des takeaway messages. C'est peut-être le plus important. Donc, comme je dis, il y aura un peu deux références. On va se baser sur deux articles en fait, pour suivre ce talk. Le premier, c'est un article brillant écrit par un auteur brillant que je vous recommande. C'est le fil rouge en fait de notre talk. C'est en ayant publié cet article que Alexandre m'a contacté après pour m'inviter à ce meet-up, et c'est pour ça que ça va reprendre un certain nombre de choses de cet article. Et puis en plus, comme je dit juste avant, il y a un article d'un type, à mon avis, un peu plus intéressant encore, Carlos Arguelles, qui a une carrière absolument magnifique, qui fait rêver si vous aimez travailler dans les grosses boîtes comme Senior Staff Engineer Google, ensuite Principal Engineer à Amazon et 11 ans chez Microsoft. Vous voyez, c'est vraiment un type que je pense vaut la peine d'écouter au niveau du feedback de comment on pourrait travailler une entreprise. Et donc, il a écrit cet article qui a été aussi en partie publié sur le blog Google Test, si vous connaissez. Voilà. Je propose de garder les questions plutôt pour la fin. Et puis on suit le truc tranquillement.
Je commencerai juste par une petite anecdote un peu personnelle. En octobre, ces dernières vacances, je suis allé avec ma famille à Disneyland, à Paris. Et je ne sais pas vous, mais on est là dans ces queues qui ne finissent pas, à attendre pour pouvoir faire les manèges. Et je ne sais pas vous, mais moi, je regarde toujours les attractions. Et puis, au fond, on est ingénieur. Donc, même si ce n'est pas de l'IT, moi, ça me fascine toujours de voir comment ça fonctionne. Il y a de la mécanique, il y a des trucs qui rebondissent un peu, il y a des freins, je ne sais pas, pneumatiques, air compressé, je ne sais pas. Et il y a de l'électronique aussi. Et puis, en fait, je me demandais, mais en fait, comment on teste un manège? Comment on teste un roller coaster? Et voilà, c'est mieux de se poser la question avant d'y aller. Donc, ça, c'est un petit truc que je me suis plus posé la question. Et voilà, comment on teste un manège, quoi? On fait quoi? On teste sur toute la longueur? On fait juste les points où c'est un peu difficile, les freinages, par exemple, ou les grandes descentes, ou l'arrivée à la gare? Comment on teste ça vraiment? Et je ne sais pas. Est-ce qu'on prend un train vide? On le lance, puis on regarde s'il arrive jusqu'au bout. Et si oui, on dit que c'est testé, c'est bon, on peut ouvrir l'attraction. Ou est-ce qu'on le remplit avec un tas de trucs lourds? Je ne sais pas, des singes. Est-ce qu'on fait ça tous les jours ou pas? Et je n'ai pas la réponse à ces questions. Et c'est une vraie question à part ça. Mais ça m'a quand même interpellé et ça m'a aussi donné un peu l'idée de ce talk. Vous avez, je pense, compris la subtile allusion au code coverage. Je reviens un petit peu au contexte de l'entreprise. Donc, on va partir de 2019, fin 2019. Oui, ça date un petit peu, mais vous allez aussi comprendre pourquoi on garde ça un peu dans le temps. À l'époque, l'entreprise s'appelait leshop.ch. Et vous voyez qu'elle était déjà un petit peu intégrée à la Migros, mais c'était pas beaucoup. Et puis, donc moi, je travaillais là-bas comme architecte. Puis l'entreprise était quand même en croissance malgré tout. Une assez bonne croissance d'ailleurs. Et puis, on allait bientôt être rebrandé en Migros Online. On avait un paysage au niveau de l'IT qui était vachement hétérogène. Il y avait des microservices en majorité Java, Spring Boot, bien isolés, bien scopés, bien découplés les uns des autres, qui étaient gérés, managés par une seule équipe à la fois. Un peu le best case qui fait du bien, qui fait plaisir. Puis il y en avait quand même aussi 2-3 applications front-end qui étaient nettement plus compliquées à gérer parce qu'elles étaient partagées dans différentes équipes qui avaient besoin de cycles de release, etc. Il fallait réserver des semaines de tests manuels. J'ai quelques anciens collègues là qui s'en souviennent un peu. C'est pas très agréable de faire ça. Mais on avait ça aussi dans le paysage, fallait en faire. Puis on avait encore des applications legacy encore plus vieilles, certaines horriblement vieilles, qui étaient écrites par des stagiaires 20 ans plus tôt. Donc il y avait vraiment de tout à gérer. Et puis, comme architecte, on avait un peu une mission, une envie, c'est normal, hein, on essaie tous de faire ça, c'est d'améliorer la qualité de code et surtout de baser sur se fier aux tests automatiques. Et ça paraît invraisemblable de dire ça, mais croyez-le ou non, ce n'était pas gagné d'avance, les tests automatiques. Parce qu'il a fallu convaincre des gens. En particulier, on avait gentiment commencé à introduire la notion de continuous delivery. C'était alors pas du tout continuous deployment, hein, on s'entend, mais quand même éviter des cycles de release, éviter de, je sais pas, devoir attendre 3 ou 4 semaines pour livrer un truc. On commençait à dire, on peut livrer tous les jours les microservices, n'importe quand, voilà, avec un petit peu de bon sens aussi. Donc ça, c'était un petit peu les prémices de ça. Et puis, on a mis super longtemps à convaincre le CTO de l'époque que c'était que les tests automatiques étaient vraiment plus intéressants et plus profitables que les tests manuels. Et encore une fois, je sais que ça paraît incroyable de dire ça, mais ce CTO est parti il y a quelques semaines et il m'a encore écrit un message pour me remercier de l'avoir convaincu du testing automatique. Et j'ai trouvé ça incroyable. Parce que lui, il adorait faire ça. Il aimait les scénarios, ça le rassurait, et puis voilà, c'était ça le truc. Et donc, on avait ces applications de toutes parts, et en fait, dans chaque application, même les plus récentes, il y a toujours du legacy. Et là, j'ai une première question pour vous, peut-être. Comment vous définissez le code legacy?
c'est un terme qu'on emploie un petit peu à tout va. Moi, j'ai mes petites réponses, hein, elles sont prêtes, j'ai qu'à appuyer sur le bouton. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Ouais. Code en production? Du code en production, ouais, c'est clair. C'est vrai. Le code écrit hier. Hier? Ouais. Le code écrit par quelqu'un d'autre. Ouais, je pense que ça, c'est aussi assez vrai. Ouais. Code difficile à interpréter, et tu l'as lié. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. Il y a encore une main qui s'est levée. Du code qui est écrit par des gens qui ne sont plus là. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est vrai. Moi, j'ai noté ça. C'est un code final qui est mal documenté, voire pas du tout. Il est difficile à lire, à interpréter, à comprendre. Et je pense que le plus important, c'est qu'on en a peur. On a peur de ce code. Il est en production. Il fait qu'on a un job aujourd'hui, mais on a les boules de le toucher. Ça, c'est un petit peu le truc. Et puis, il y a ce type, Michael Feathers, je ne sais pas comment on prononce exactement, il a écrit un très bon livre à ce sujet. Et il a résumé ça un petit peu différemment, et je trouve que c'est assez intéressant. C'est simplement du code qui n'est pas testé, qui n'a pas de test. Ce n'est pas qu'il n'est pas testé, c'est qu'il n'a pas de test. Et ça, je pense que c'est assez pertinent, en fait. Même dans ce qu'on a de plus moderne, des fois, on a du code qui n'a pas de test. Maintenant, le code coverage, je pense que vous savez tous un petit peu à quoi ça correspond, à ce que c'est. Alors qu'on va peut-être enfoncer des portes ouvertes là, mais grosso modo, on peut le voir comme une métrique de qualité de code. Et puis, disons que l'idée qu'on avait, c'était de dire un peu, demander un code coverage minimum, c'est encourager les devs à faire de l'automatic testing. Parce que quand c'est pas demandé, en fait, des fois on fait le minimum, des fois on préfère vite livrer le truc, tester à la main, puis ça nous suffit. Il y a des fois des autres cultures de développement. Pas tout le monde a fait des hautes études non plus. Il y a des gens qui travaillent dans d'autres pays. On n'a pas tous la même perception des choses. Donc pour nous, c'était aussi cette idée-là, c'était d'encourager les gens à faire du testing automatique. Parce qu'on vous laisse baser dessus pour faire la livraison continue. Mais ça, c'est la première erreur qui est hyper courante, et je vous dis très sincèrement que je l'ai faite aussi. Je pense que presque tout le monde l'a fait en fait à un moment donné. C'est de penser que du code qui est couvert par du testing est forcément bien testé. Et ça, c'est pas... Quand on demande un code coverage, ça peut arriver qu'on écrive du code, enfin du testing pour avoir le coverage, et pas forcément pour bien tester. Et ça, c'est aussi, c'est aussi l'expérience pour bien tester. Mais par contre, au moins, ce code qui est couvert, on sait qu'il était exécuté par un test. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même une partie qui est faite quand même. Il y a un bout où ça tourne, il n'y a pas forcément d'erreur. Il y a déjà un petit bout. Voilà. Ça, c'était un petit peu le big picture d'introduction. Je fais maintenant un petit saut sur cet article de ce monsieur qui est Senior Staff Engineer chez Google, pour voir, en fait, lui, il a consulté 2 autres de ses collègues qui étaient très forts dans ce domaine, et ils ont beaucoup échangé, puis ils sont arrivés avec une espèce de consensus sur des best practices, sans que ce soit un truc, très formalisé, très imposé comme ça, plutôt un guideline. Et je pense que c'est là où on ressent toute l'expérience des gens qui ont bossé dans des entreprises, et qu'il faut écouter vraiment. Donc, première chose qu'ils disent, c'est que le code coverage, c'est un vrai avantage pour un workflow de développement. Un haut pourcentage de code coverage ne garantit pas une haute qualité dans le testing. Ça, c'est ce qu'on a dit avant. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus frappé dans cet article. La contre-vérité de ça, c'est de dire, mais en fait, un code coverage qui est bas, lui, par contre, il garantit qu'une immense partie du code n'est pas testée. Donc, demander beaucoup ne garantit pas que c'est bien testé, mais avoir un truc bas garantit que c'est mal testé. Et je pense que là, on commence à voir que c'est un peu plus subtil que noir ou blanc, la question. Donc nous, de notre expérience, peut-être Annick, tu te souviens encore, on a défini un petit peu d'action et on s'est dit on va être ambitieux, pourquoi pas. Donc on avait 3 options, on a listé 3 options. La première chose, c'était de dire qu'est-ce qu'on va demander aux développeurs, qu'est-ce qu'on va imposer. Ok, première option,
on garde comme aujourd'hui, pas besoin de code coverage, pas de requirement formel avec ça, dans la quality gate stupide. Okay. Première option. Deuxième option, commencer avec un taux, un requirement assez bas sur le nouveau code et l'augmenter progressivement. Réviser la notion tous les mois, tous les 6 mois à définir, jusqu'à ce qu'on obtienne notre objectif final. Et la troisième option qu'on avait listée simplement, c'est de dire on commence directement avec un code coverage requis qui soit élevé sur le nouveau code. Par nouveau code, on entend le code qui a été modifié ou ajouté. Ça, c'est une notion, je pense, qui vous est familière. Mais je le précise. Donc, la première option sert un peu à rien de notre objectif d'encourager les devs pour le code le testing automatique. Ça ne nous aidait pas vraiment. La deuxième option, elle était bien, elle était assez populaire, elle était plus facile à mettre en place, mais elle allait prendre un certain temps en fait, à se voir efficace. Et finalement, la troisième option, elle est difficile à mettre en place, et vous allez le voir. Mais par contre, elle est censée donner des résultats plus rapidement. Censée. Et nous, on était ambitieux, on est parti sur la 3. Ça nous semblait le plus logique. Mais il faut être ambitieux, mais pas stupide. Et on n'était pas stupide, heureusement, parce qu'on était des architectes, les mains d'un Kombui, intégrés dans les équipes dev. Et ça, c'est des fois aussi ce qui manque dans les équipes d'architectes aujourd'hui, c'est d'être complètement dans le dev. On sait, quand on fait du dev, à quel point des règles stupides peuvent être frustrantes et contre-productives. Donc, on voulait éviter ça. Et on a fait deux modifications, deux soulagements, deux allégements à notre plan pour pas que ce soit trop stupide. On a compris que les applications legacy et le front-end qui est partagé devraient avoir le droit de vivre leur vie au niveau de la qualité pour un certain nombre de raisons. Parce que legacy, c'est pas facile à imposer une règle comme ça, c'est quasiment exiger les gens de tout réécrire, plus personne ne voudra toucher, ça va être super compliqué. Le vrai legacy, je dirais, l'application écrite il y a 20 ans par un stagiaire. Et puis, les applications front-end partagées, alors ça, c'est encore un débat sans fin. Selon les technos, selon les personnes avec qui vous discutez, on vous dit que c'est pas possible de faire du testing automatique avec des unit tests sur le front-end, etc. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué, ça ne teste pas tout. Ce qui est important, c'est de faire les tests end-to-end, etc. C'était un débat, on n'avait pas envie d'entrer là-dedans parce qu'on n'avait pas envie de tout de suite se prendre non plus les problèmes avec ça. Cette levée de bouclier, on n'avait pas envie de ça tout de suite. Mais par contre, on était convaincus que c'était possible de le faire dans nos microservices qui représentaient en réalité, je pense, les 2/3 ou peut-être même les 3/4 de notre code base. Et puis, on ne voulait pas non plus exiger du couverture de code sur ce qui est boilerplate. C'est vraiment ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Les getters et setters des modèles, c'est pas un monstre malin d'exiger que ça passe dans le test. Quoi. Ça n'apporte pas grand-chose. Si vous faites du Spring, un contexte Spring, c'est pas non plus super nécessaire, à part si vous commencez à faire de la logique dedans, c'est un peu comme pour tout. Mais si c'est juste pour instancier des bins avec 2-3 configs, peut-être que c'est pas très utile de tester un truc qui, qui ne reflète de toute manière pas la réalité de la config. Pareil pour les contrôleurs ou les DAO, c'est basé sur le framework. Enfin, c'est vérifier que le framework fonctionne plutôt que de se baser dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les tester. Hein. Ça veut juste dire que nous, on ne voulait pas exiger un coverage là-dessus. Et on voulait du coup se focaliser sur là où se trouve la logique de métier, les services, les helpers, les validateurs, tout ça. Et en fait, ça représente, je pense, quand même probablement 90 à 95% du code dans nos microservices, cette logique métier. OK. Donc ça, c'était un petit peu les deux grands axes qu'on a définis pour pas que ce code coverage soit stupide. Peut-être dire que ça, c'est aussi important de dire, en fait, c'est pas parce qu'on les teste pas, qu'on n'exige pas ça dans le code coverage qu'on peut pas les tester, et on peut les tester aussi de différentes manières, du track testing avec de l'integration testing, ou du component testing, ou acceptance testing, ça dépend comment vous voyez les choses, mais dans le monde microservice, il y a différents testings qui devraient se cumuler pour faire un testing large et complet. Voilà. Et maintenant, on arrive au moment le plus intéressant,
c'est on a la stratégie, mais quel pourcentage on exige maintenant? Et bon, j'ai fait ce même, ce que je trouve vraiment très drôle, c'est un truc qui m'a fait le plus rire sur Netflix récemment. Il y a une équipe qui a proposé 60% de test coverage minimal. Et quand on a challengé les gens pourquoi, la réponse était de dire c'est parce que c'est ce que l'équipe pense être raisonnablement acceptable. C'est ce que l'équipe pense être en mesure d'offrir. Mais ça, c'était mon argument perso, c'est de dire mais attends, qui aimerait acheter un produit dont la logique métier est à peine testée, plus de la moitié est à peine testée au niveau de la logique métier? Vous aimeriez acheter un produit où 40% n'est pas testé automatiquement? Moi, j'ai de la peine avec cette vision-là. J'étais assez contre, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu d'ambition. A contrario, l'autre extrême, le 100%, c'est un non-sens absolu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin, ça demanderait des efforts désespérés pour moindre ligne. Ça ne marcherait jamais, ce serait abandonné en fait. La mesure serait abandonnée très rapidement. 90%, c'est un peu le même débat. C'est très fort comme requirement. Et surtout, quand on modifie une petite partie de code, finalement, ça va vite correspondre à 100%. Donc, en fait, on se retrouve dans un peu le même cas de figure entre 90 et 100%. Donc, nous, on a écarté ces deux options-là. Et puis, après, vous connaissez peut-être, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du principe de Pareto. C'est un grand classique. Je peux le faire rapidement, de la définition de Wikipédia. Beaucoup de cas, beaucoup d'outcomes, on a 80% des conséquences viennent des 20% d'efforts, des causes, pardon. Et ça marche très très bien, ça s'applique assez bien, on a écrit. Dans les optimisations, on dit en général que, par exemple, 80% d'un software peut être écrit en 20% du temps alloué. Et la réciproque, c'est dire que les 20% les plus difficiles à écrire prennent 80% du temps. Et ça se vérifie assez souvent, en fait. Et puis, si on traduit ça un petit peu de notre cas, si on applique ce principe à notre cas, les derniers 20% à couvrir représenteraient probablement 80% de l'effort. Alors, c'est peut-être pas aussi net comme chiffre. Il y a plein d'études qui disent non, c'est plutôt 72, 75%. Mais en fait, je pense qu'on comprend la pertinence de l'argument. Donc, finalement, on a pris une décision, on s'est dit, c'est 80%. Et pourquoi on a fait ça? C'est aussi parce que, tout bêtement, c'était la config par défaut dans un outil comme Sonar, qui était celui qu'on utilisait, et c'est souvent ce qui est adopté en fait, dans la pratique par de nombreuses communautés, ou qui est recommandé simplement. Donc, 80% sur le nouveau code, ça c'était les requirements forts qu'on demande. Et puis là, je vous ai mis un petit graphique qui était le statut, l'état original quand on a mis en place cette mesure. Vous avez sur l'axe X les milliers de lignes de code, et puis sur l'axe Y, le pourcentage de coverage. Donc vous voyez que certains produits qui avaient beaucoup de lignes de code étaient relativement bien testés, et puis à contrario, des produits qui avaient très peu de lignes de code étaient extrêmement mal testés. Elles n'avaient pas de test. Ça ne veut pas dire qu'ils ne marchaient pas, bien au contraire, ils fonctionnaient, et c'était même, ce produit-là, en l'occurrence, c'était absolument critique pour faire tourner les dépôts. Et, Nicolas, je te remercie de l'avoir écrit. Il marche, hein? Il marche. Et il marchait super bien. Il n'était pas testé, automatique. Voilà. Et on voit qu'en fait, en moyenne, on était largement en dessous du 80% qui était requis. Mais ça, c'est le overall. Et nous, on exigeait le 80% sur le nouveau code. Il y a une petite différence là-dessus. Mais vous verrez que ça a son importance pour la suite. Petit retour sur les best practices de Google liées un peu à, disons, pour comprendre cette optique-là. Ils insistent sur le fait que le unit testing n'est qu'une pièce du puzzle pour le testing. C'est ce qu'on a dit un petit peu. Hein. Il y a du contract testing qui peut se faire, il y a du black box testing, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais ce n'est pas tout. Le unit testing, c'est une grande partie, puis c'est en général ce qui coûte le moins cher à faire. Donc souvent, on met l'effort dessus, mais ça ne devrait pas être la seule option. Eux aussi, ils mettent un point au débat en disant il n'y a pas de chiffre magique qui s'applique à toutes les solutions, à tous les produits, à tous les cas de figure. Ça n'existe pas pour le pourcentage.
Et puis, ils disent encore que beaucoup de produits sont sous la barre du code coverage qui est requis. Ça, difficile à dire, difficile à valider, difficile à discuter, mais ça fait partie de ce qu'ils disent. Si vous allez lire l'article, vous verrez qu'ils expliquent pourquoi. C'est bien plus intéressant que juste lire la headlines. Et alors, il y en a un autre qui est vraiment important, qui ressemble un petit peu au principe de Pareto. On ne devrait juste pas être obsédé par le fait d'aller grappiller les derniers 5%, parce qu'on est déjà à 90%. C'est là qu'on va commencer probablement à faire de la merde, il n'y a pas d'autre mot, en refactorant un petit peu dans tous les sens, à créer des textes gigantesques pour tester une ligne en plus. Ça, en général, c'est un red flag pour la suite. Et ça vient avec l'expérience aussi. Parce que souvent, on est animé d'une bonne volonté, surtout quand on est un peu jeune dans la pratique. On a envie de tout tester, on a envie de tout bien faire, et puis en fait, on s'essouffle à faire ça, et au final, on rend un code qui est moins maintenable sur le long terme. Ok, pour vous réveiller un petit peu, petit sondage, à votre avis, chez Google, même s'ils ont dit qu'il n'y avait pas de code coverage idéal, ils donnent quand même un code coverage, ils mettent ça qu'ils offrent comme guideline chez eux. Et ils ont défini 3 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est acceptable. À votre avis, quel est le code coverage qui est acceptable chez Google dans leurs guidelines? 60, 80? Ouais, 60, je pense que c'est juste. C'est relativement bas, en fait, mais c'est acceptable. Et puis, ils ont ensuite l'étape d'après qui est louable, 75%, et puis exemplaire, 90%. Ce n'est pas une règle qui s'applique partout, mais ils notent quand même ces chiffres dans leur article. Ça peut donner aussi une base de travail. Et voilà, notre action était prête, on l'a mise en place, on l'a envoyée, et après, on s'est pris un carton rouge. Les premiers feedbacks qu'on a eus étaient principalement négatifs. Alors bien sûr, c'est les voix qui crient le plus fort qui se font entendre. Ça ne veut pas dire que la majorité des gens trouvaient que c'était nul, mais il y avait quand même un certain nombre de voix qui se sont élevées pour dire « mauvaise pratique, ça ne marche pas, il y a plein de problèmes avec ça ». C'est la boîte de Pandore qu'on ouvre. Donc, un des points, il y a un certain nombre de cas limites qui ont été relevés, et en particulier le fait que changer une petite partie du code exigeait souvent, si la classe n'était pas testée de base, ça exigeait qu'on écrive tout le test de cette classe pour pouvoir changer la petite partie du code, par exemple. C'est un petit peu simplifié, mais je pense que vous voyez un peu l'idée comme quoi ça pouvait être frustrant pour des développeurs qui travaillaient, à qui on disait de travailler sur un code qui n'était pas testé. Donc c'était très impopulaire comme mesure. Et puis alors là, ça a commencé aussi un petit peu à remonter un petit peu au niveau du management parce qu'on disait, ben voilà, on se prend des délais parce qu'on n'arrive pas à livrer les choses à cause de ça. À cause de cette mesure, on a raté quelques deadlines. Et puis alors, l'argument de choc, c'était le to market. Notably increased, ça c'est fantastique. C'est court terme, oui, on ralentit. On augmente le time to market. Mais bon, je pense que vous êtes convaincus aussi que c'est un peu naïf peut-être de juste entendre ça comme ça. Mais c'est quand même ce qu'on s'est pris, un carton rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Eh bien, nous, on n'est pas stupide non plus, on a écouté ces feedbacks. On ne peut pas juste rester dans notre coin et puis imposer les choses. Mais néanmoins, on est resté sur notre position pour un certain nombre d'arguments. La première chose, c'est que personne n'aime le changement. Vous ajoutez une contrainte, vous n'allez pas entendre des gens qui disent c'est une super bonne idée. Vous changez un truc, l'habitude des gens, certaines personnes un peu discrètes vont rien dire, les personnes un peu plus virulentes vont râler dans leur coin, et puis certaines personnes très virulentes vont venir vous le dire en face que c'est de la merde. Donc, on s'est dit, il y a peut-être aussi un temps d'adaptation à laisser. Nous, on était aussi convaincus que nos équipes respectives étaient assez fortes pour encaisser ça. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi un des points où on ne peut pas appliquer tout ce que je dis là, ça ne s'applique pas partout non plus. Ça dépend des équipes, ça dépend des produits, ça dépend de l'état qu'on a. Mais nous, à ce moment-là, on était convaincus que nos équipes étaient assez fortes pour tenir ce 80% sur le nouveau code, sur le code qui était modifié ou ajouté, pas sur l'overall. Ça veut quand même dire que le code que les gens ajoutaient
n'était pas testé. Cependant, on a quand même relâché une contrainte. On a quand même cédé sur un point. Et c'est une contrainte super importante. On a décidé que c'était optionnel. Ce requirement obligatoire était optionnel. Voilà, autoball. Les équipes, pas une personne, les équipes avaient le droit de décider de ne pas l'appliquer, si elles voulaient. Parce que finalement, on avait décidé que voilà, on ne voulait pas pourrir la vie des gens pour pourrir la vie des gens. On fait des recommandations. Si les équipes ne les suivent pas, eh bien, c'est leur problème désormais. C'est votre responsabilité. Quand il y aura un problème, quand quelqu'un va venir mettre le doigt là où ça fait mal, venir mettre un peu le nez dans vos affaires en disant ça a été testé comment? Quand un auditeur vient et puis vous dit ça, c'est pris les est testé comment? Moi, je ne suis pas très impliqué dans les audits, mais je sais que si on n'a pas une très bonne réponse assortie, ça peut faire mal suivant l'auditeur. Et il y a aussi la question avec les managers, après quand ils disent mais attends, il y a eu un problème sur ce machin, mais attends, tu avais testé? Oui, oui, j'avais testé, mais tu as testé comment? Ben, clic, clic. Comme vous voulez prendre cette responsabilité-là, vous changez d'opinion. Et en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, finalement, à ma connaissance, personne a décidé d'abandonner cette mesure. Tout le monde y a souscrit. Toutes les équipes. Tu te plains? On te dit, OK, tu te plains, je comprends, je prends ton point. OK, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu t'assures. Et là, c'est le bonheur des architectes aussi. Et finalement, ça, c'est peut-être un point que j'ai retenu, moi, comment dire, pour ma carrière perso, aussi dans la avec les gens. C'est que finalement, ce qu'on pensait être un mauvais coup, un peu un autoball, comme je disais avant, c'est finalement ce qui a fait basculer la chose, pour dire, les gens y ont souscrit maintenant de leur plein gré. Et pas, on l'a imposé. Donc finalement, c'était le winning moves, à mon sens. Ça, c'était les premiers feedbacks tout de suite. Et puis après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi. Ça s'est un peu calmé, on nous a un peu fichu la paix. Ça râlait dans son coin, c'est normal. Et soudain, boum, c'était de la folie. C'est devenu, c'était largement au-delà de nos attentes, de nos espérances. En seulement 4 mois, le code coverage de sa globalité était au-delà de 80% de tous les composants. Alors, ça, c'est tous les composants. C'était les composants, je dirais, de mon équipe. C'est-à-dire, je pense que ça devait représenter un gros tiers, presque la moitié des applications. Mais je pense que ça reflétait quand même pas mal de choses. Et ce n'était pas seulement sur le nouveau code, c'était l'overall. 4 mois. Il y a des applications qui sont parties de 0 test à plus de 80%. Et la médiane de ce testing, de ce coverage, est passée à 87%. Je n'ai pas fait toutes les stats, tous les détails, mais je pense qu'il n'y a pas besoin pour ça. Vous vous souvenez du petit graphique? Vous voyez la médiane, là, 73-74%. Hop, après 2 mois, déjà 83-84%, je ne sais pas exactement. Vous voyez que celui qui n'était absolument pas testé a disparu, il est venu complètement testé. Ceux qui étaient déjà bien testés sont plus ou moins restés, puis ça s'est un petit peu resserré vers le haut. Et après 4 mois, boum, joli tir groupé, médiane vachement plus haut à 87%. Magnifique. On va arrêter là. Non, mais par contre, il y a quand même des effets. Alors, nous, on ne s'y attendait pas. Je ne sais pas si vous y seriez attendu, mais nous, ce n'était clairement pas le cas. Et c'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et la réponse, en partie, je pense, c'est de dire que les développeurs, on est des gens un peu carrés. On aime bien quand on arrive à finir les choses. On aime bien quand on finit nos tâches, qu'on ne commence pas à 65 en parallèle, on ne fait pas trop de context switching. Et puis, si vous travaillez avec des sprints, par exemple, vous aimez quand même bien livrer le sprint. C'est un peu... C'est jamais très agréable d'être celui qui n'a pas réussi à finir et puis que les autres doivent venir aider. Même si c'est comme ça que pourrait fonctionner, ça ne devrait pas être un problème. La réalité, c'est qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. On n'aime pas trop. Et donc,
les développeurs ont spontanément proposé des tâches pour améliorer le coverage de sa globalité. Et ils les ont réalisées, ces tâches d'amélioration, quand la charge de travail est un petit peu réduite. Et en l'occurrence, c'était un peu réduit parce que c'était la saison de Noël, le Nouvel An. Donc, c'était incroyable. Moi, je suis parti en vacances pendant ces 2 semaines-là. Quand je suis revenu, j'étais là, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la preuve que je n'ai pas pu influencer ça parce que je n'étais pas là. Donc, c'était vraiment spontané. Ça, c'était l'explication de pourquoi ça s'est monté aussi vite. Ça a coïncidé aussi avec une période où c'était moins chargé. C'est peut-être aussi l'autre explication, l'autre partie de l'explication. Puis, il y avait d'autres choses qui nous ont aussi surpris. C'est que finalement, vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur le legacy code, comment on le définissait? Puisque ça avait été partiellement défini par du code non testé, sans test plutôt, eh bien, une bonne partie de ce code est devenue testé. Et donc, il a forcément été compris et en partie documenté parce que vous ne pouvez pas écrire des vrais tests pour du code que vous ne comprenez pas. Vous êtes obligé d'aller mettre les mains dedans, d'aller voir. Vous êtes obligé de vous dire, c'est quoi l'input, c'est quoi l'output, given, when, then. Et ça, vous devez vous approprier une partie de ce code, même si vous ne l'aimez pas, même si vous aurez préféré le faire autrement, vous devez vous approprier cette partie-là. Et ça, finalement, c'est un peu documenté. C'est un peu documenté aussi parce qu'on dit ce qui arrive en entrée et ce qui est attendu en sortie. Et les exceptions, par exemple, que ça annonce, ça c'est aussi une autre partie. Et le corollaire, c'est de dire que finalement, cette peur un peu de l'inconnu, on a parlé aussi que le code legacy fait peur en général. Cette peur-là a été réduite, elle a été mitigée. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en général, vous avez le contraire qui se passe. C'est la loi de Lehman qui le dit. C'est pas exactement formulé comme ça, mais je l'ai un petit peu simplifié pour tenir sur la slide. Qu'en gros, avec le temps, le code a tendance à devenir de plus en plus complexe. Et je pense qu'on pourrait assez facilement dire de plus en plus legacy. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'était toi, que c'était le code d'hier. Le temps compte forcément. Voilà. Et ça, c'est peut-être la slide qui va résumer tout ce que je viens de dire là. Vous connaissez la courbe de changement de Kubler-Ross? Kubler-Ross? Quelqu'un connaît? Non? Parfait, je vous apprends un truc théorique. C'est aussi connu sous Stages of Grid. C'est de la psychologie. C'est de la psychologie, c'est absolument pas de l'IT, sur comment on réagit en général sur le changement. On a dit avant que des fois, on n'aime juste pas le changement. Ça nous déplaît. Et en fait, si on étudie un petit peu en psychologie, on passe par différentes étapes, on passe par différents stades quand on nous impose un changement. Vous pouvez challenger cette théorie autant que vous voulez. Elle n'est pas vraie à 100% dans tous les cas, mais dans notre cas, elle s'applique super bien. Et je ne suis pas un psychologue. D'abord, vous avez la première étape du choc. Le nouveau changement. Boum. Hey, mon build a planté. Pourquoi? Pour la quality gate. C'est un gag. C'est jamais arrivé avant. Maintenant, il n'y a pas de requirement sur la quality gate. Là, c'est le choc. Ensuite, vous entrez dans un mode de refus, de denial. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va pas travailler comme ça. C'est tellement contre-productif. Ça nous met des bâtons dans les roues. C'est exclu qu'on travaille comme ça. Nine. Et puis, vous avez donc sur cet axe plutôt le moral et la compétence, les compétences, l'envie d'avancer. Et ça va s'écrouler gentiment. D'abord, on commence par une période de frustration. Wow, on n'arrive pas à finir nos tâches. C'est frustrant, c'est frustrant. On n'arrive pas à finir notre sprint. On n'arrive pas à boucler ça, à se libérer de cette charge mentale-là. Fait chier, l'autre temps. Et on arrive dans la phase de dépression, la plus basse. Alors là, c'était les grands arguments. Ralentir la livraison. It makes my life horrible, comme disait un collègue. Et puis après, je ne vais pas aller trop loin dans la psychologie, mais soit ça continue à descendre, puis c'est la merde, et là c'est rollback, soit ça remonte. C'est le cas, comme ça, le happy path. Voilà. Dans notre cas, après ça se passe par le stade de experiment. On commence un tout petit peu à jouer avec et on se dit, mais
pourquoi pas? Pourquoi je n'essaierais pas de mettre finalement, de mettre mes tests sur le code que je modifie, au fond? Ça a du sens quand même, non? On n'est pas si stupide comme développeur. Finalement, on aime bien livrer un code qui est testé. C'est quand même vachement plus agréable de mettre en prod un code qu'on est sûr d'avoir bien testé et qu'à chaque commit qui va venir à l'avenir sera toujours testé. Et après, vous arrivez dans le stade de la décision. Vous dites, OK, on va faire avec ce changement. Finalement, ce n'est pas si débile. Et les gens ont fait là, ils ont ajouté les stories dans leur backlog pour améliorer le code coverage. Et finalement, vous êtes dans la dernière phase, integration ou acceptance si vous préférez, où c'est devenu la base. C'est ça, c'est une best practice de notre entreprise. Et c'est comme ça. Et ça ne nous pose plus tellement de problèmes. Ça nous a posé des problèmes, c'était pas très agréable. Finalement, on a trouvé un peu des solutions, puis on s'est dit que c'était pas si mal. Et maintenant, c'est comme ça. Et toutes les nouvelles personnes qui vont rejoindre l'entreprise partent de là. Voilà, c'est la slide magique. Quelques réflexions de Google, enfin, 6 personnes de Google, on va dire. C'est pas Google dans la globalité, mais sur l'évolution en fait, du code à travers le temps. Eux, ils disent aussi que c'est important que plutôt que de se focaliser trop sur le pourcentage, c'est important d'avoir un jugement humain sur les lignes de code. Parce qu'il y a des fois des choses où on doit prendre en compte le contexte, la technologie, les choses qui coûtent cher à tester. On a besoin de matériel peut-être. Donc, il faut garder, je pense que c'est vraiment un truc important, il faut garder l'humain en tête aussi. On ne peut pas juste travailler comme des robots, comme des machines. Et je pense que ça l'a montré avant avec cette courbe aussi. Ils disent aussi que ce n'est pas parce que tu as un code bas que tu ne peux pas commencer à faire des étapes pour améliorer ça. C'est pas ça. Ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais c'était bien de le dire. Parce que des fois, on est découragé avant de commencer. Et puis, eux, ils disent aussi que le code qui change fréquemment devrait être ouvert. Ça, c'est vrai que si vous l'appliquez sur le nouveau code, vous allez fulfiler ce point. Voilà pour Google. Je reviens à notre petite expérience. Les mois passent, les années passent. Et quels sont les résultats, finalement? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah non, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Vous vous souvenez, on était en 2019, il y a eu Noël, 2020, tout le monde se souvient. Boum, le Covid, lockdown. Et croyez-nous, croyez-moi, chez Migros Online, le shop à l'époque, ça secouait. Ça secouait fort à ce moment-là. Vous vous en souvenez certainement, vous avez tous essayé probablement de passer une commande à un moment donné, soit rejeter du site, soit ça plantait au milieu, soit vous avez une file d'attente qui n'avançait jamais. Et quand vous y arriviez, vous n'aviez plus de slot. C'était une énorme pression pour l'IT. Croyez-moi, en tant qu'architecte, à ce moment-là, vous sentez la pression aussi sur vos épaules. Et c'est là aussi que vous voyez, vous mesurez à quel point vos prédécesseurs ont bien travaillé. Parce qu'il y a des fruits qui sont récoltés à ce moment-là. Et en fait, quand ça continue de fonctionner, tout le monde trouve normal. Mais quand vous doublez la charge du jour au lendemain, que ce n'était absolument pas prévu, et que ça continue tous les jours, là, vous voyez si votre système il était bien designé. Et tout ce qui va avec. Puis bien sûr, j'ai aussi bien sûr mes collègues qui travaillaient dans les dépôts, qui préparaient les commandes, eux, ils transpirent encore 3 fois plus que nous. On travaillait littéralement jour et nuit, tous, l'IT et la logistique, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, malgré ce moment de très haute pression, de très forte pression, ce requirement qu'on venait d'imposer n'a pas été un bloqueur. Il n'a jamais été remis en question à ce moment-là. Parce que c'était acquis. Les gens étaient OK avec ça. Et au final, ça ne nous ralentissait absolument pas pour livrer des choses. Au contraire, on était bien content que ce soit bien testé. Donc, ça demande aussi une certaine maturité des équipes pour que ça marche bien et aussi vite. On a eu de la chance, je pense, dans ce cas de figure. Et puis, si on continue dans le temps, les années passent. Et aujourd'hui, à quoi on en est? Voilà. Ça, c'est ce qu'on a. C'est exactement les mêmes produits que ce qu'on avait avant. Enfin, il y en a un ou deux qui ont disparu et un ou deux qui sont apparus. Mais disons, je pense que ça ne change pas grand-chose sur la forme. Vous pouvez remarquer aussi qu'on est passé de 50 000 lignes de code à 100 000 pour les produits les plus
les plus nourris. Donc, des choses se sont ajoutées, énormément de choses se sont ajoutées. Ce n'est pas pour autant qu'on a baissé le coverage, bien au contraire. Et je souligne le fait qu'on n'a jamais révisé cette règle de 80%. Il n'a absolument jamais été remis en question et révisé. On n'a jamais passé à 90% ou 85%. Mais, puisqu'à chaque fois, les gens ont pris l'habitude de bien tester le code qui livrait, sur le temps, vous faites monter le coverage. Et finalement, vous atteignez presque le 100%. Je crois que là, c'était 93 ou 94% la médiane. Et ben voilà, ça, je l'ai dit, ça vient du fait parce que maintenant, le testing automatique est devenu first class citizen, comme on dit, de l'entreprise. Il a fallu convaincre des gens, et au final, on y arrive bien. Ah ouais, ça c'est aussi un truc, c'est qu'on a peut-être aussi pris conscience maintenant que dans le temps qu'on a là, en développement, presque la moitié, plus de la moitié, ça dépend, pourrait être alloué sur la maintenance des tests et l'écriture des tests. Moi, en tout cas, c'est quelque chose pour lequel je me bats. C'est que ça prend énormément de temps d'écrire des tests, mais après, c'est un investissement qu'on amortit, qu'on rentabilise 50 fois plus tard. Mais ça, c'était pas gagné non plus. Parce qu'au début, vous chiffrez combien de temps vous passez pour écrire la feature, machin. Maintenant, c'est combien de temps vous prenez pour la feature et son testing. Et puis ça, des fois, au début, c'est pas drôle de donner les chiffres qui ont un peu doublé. Mais au final, c'est devenu la normale. Et donc, le testing est implémenté by design. Parce que tout le code qu'on livre, le nouveau code, est testé. On s'est lancé un tas de fleurs, et ça, c'est cool. Mais bien sûr, on ne vit pas dans un monde aussi parfait que ça, heureusement. On l'a dit avant, le code coverage qui est haut ne garantit pas que c'est bien testé. Les tests peuvent être mal écrits. Et quand j'ai publié mon petit article, je m'étais plus ou moins arrêté là. Et quand je l'ai publié, j'ai reçu des commentaires, entre autres un de Alex, qui a débouché finalement sur une discussion avec Smeetup, pardon. Il y a d'autres personnes aussi qui ont commenté ça en disant « Ouais, attention, si on se focalise un petit peu trop sur la métrique du pourcentage, peut-être qu'on va finir par écrire des tests foireux. » Et ça, c'est possible. Ça, c'est vrai, c'est un piège. Je pense que c'est une erreur que j'ai pu faire aussi naïvement parce que finalement, j'avais l'impression que les gens écrivaient des bons tests. Parce que, je l'ai dit avant, j'avais l'impression d'avoir des collègues skilled. Mais ce n'est pas forcément le cas partout, et ce n'est pas forcément le cas avec ceux qui vont venir après. Donc, ça peut être dangereux. Parce qu'après, on pourrait tenter d'écrire du test pour juste matcher le pourcentage. Et donc, ça pourrait arriver avec des tests qui n'auront pas d'assertion. Alors ça, en général, maintenant, les outils d'analyse de code statique le disent quand même qu'il manque un assert quelque part. Mais souvent, on teste juste une toute petite partie et pas l'entier du code. Et finalement, on ne prévient pas la régression avec ça. Donc ça, c'était les premières, je dirais les principales critiques, et je pense qu'elles sont très vraies. J'insiste là-dessus. Un petit mea culpa de ma part aussi pour avoir pensé un peu naïvement que c'était gagné. Et donc, une des manières de mitiger ce risque, c'est le mutation testing. C'est une technique pour mesurer un petit peu l'efficacité de nos tests. Je ne vais pas aller trop en détail sur le mutation testing parce que ça mérite un meet-up entier. Plus, je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui connaissent déjà cette technique, mais je vous l'introduis brièvement là quand même. C'est une idée assez ancienne, en fait, qui date de 71, mais qu'on a implémentée finalement que 10 ans plus tard, parce qu'elle n'était pas facile à implémenter. Elle est basée sur une idée assez simple. On introduit de manière volontaire des mutations dans le code, et quand on fait une classe avec une mutation, cette classe devient un mutant. D'accord ? Donc on peut générer un certain nombre de mutants pour une classe donnée, avec des mutations dans le code. On lance les tests contre ces mutants, contre ce code muté, et on regarde ce qui se passe. Et si les tests finissent en completed d'un succès, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on a introduit une régression et les tests ne l'ont pas vu. On dit que le mutant a survécu. Ça, c'est un peu le paradoxe là-dedans. Quand ça finit en succès, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc nos tests ne sont pas assez bons. Et puis, à contrario, quand les tests foirent, ça montre qu'on a détecté la régression. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc le mutant a été tué. Et puis on calcule le ratio de tout ça, de combien on a tué sur le total
qu'on avait généré. Ça, c'est la théorie. L'appliquer, c'est parfois plus compliqué pour un tas de questions, un tas de raisons. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on a testé dans l'entreprise. On l'a introduit en 2023. Ça ne veut pas dire que les gens ne le faisaient pas du tout avant, mais je dirais qu'on l'a au moins introduit officiellement maintenant. Et puis, on a réussi à convaincre les gens de la pertinence de l'outil. Et ils commencent non pas à l'utiliser sur des actions coup de poing pour faire ça partout, mais dans leur travail quotidien. Ils font un dev, ils font les tests, ou ils font les tests et ils font le dev, ça dépend comment on voit les choses. Et ensuite, ils vérifient si leurs tests sont efficaces. C'est pas tout le monde le fait, mais c'est en train de progresser. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, va aider à la... Donc là, j'ai refait des petites stats. Alors malheureusement, je n'ai pas pu avoir exactement les mêmes produits que dans les graphes précédents. Pourquoi? Parce que faire le mutation testing, faire ces calculs-là prend beaucoup de temps sur chaque produit, parce que pour chaque classe, vous créez un certain nombre de mutants. Vous pouvez lancer les tests sur chaque mutant. Enfin bref, ça consomme des ressources, et puis je n'ai pas forcément une vie entière pour faire ça. Donc je me suis concentré juste sur les produits qui sont de mon équipe aujourd'hui, mais qui font partie de tous les charts que vous avez vus avant, contiennent ces mêmes produits. C'est juste qu'il n'y a pas exactement tous. Mais là encore, je ne pense pas que ça soit significatif. Ce qui est important, c'est de dire, OK, sur ce subset de produits, notre code coverage, en moyenne, 97%, vraiment très haut. Et puis, ce chiffre qui est calculé par rapport avec ce mutation testing, en moyenne, tape les 84%. Vous avez là la moyenne. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un code coverage élevé que nos tests sont mauvais. Ce n'est pas forcément vrai. C'est un piège, on peut tomber dedans, nos équipes peuvent tomber dedans, nos collègues peuvent tomber dedans, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est aussi si vous avez une équipe forte, on ne peut pas écrire des tests stupides. C'est aussi là où c'est important de former les gens, et en particulier les personnes qui découvrent ça. Et puis, ce que je trouve assez fou, c'est que pendant que j'étais encore en vacances, mon équipe a décidé que ce 84%, ce n'était pas incroyable et qu'ils voulaient monter ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est passé à 95%. Mais je n'ai rien fait pour. Je leur ai juste montré l'outil et ils ont foncé dedans. Voilà. On arrive au bout. Je vous félicite, vous êtes presque encore réveillés. Là, j'ai fait une slide un peu de résumé des choses parce que on a parlé de beaucoup de choses, puis finalement, là, moi, j'aime pas aller dans des meet-up où je repars avec un peu rien, parce que c'était super abstrait, c'était une techno qui me parle absolument pas. Il n'y a rien que je peux appliquer demain à mon travail. Alors, des fois, il en faut aussi, c'est bien, mais là, j'ai voulu axer sur une approche pragmatique, un retour d'expérience, vraiment. Et donc, je vous donne des takeaways que moi, je reprendrai de ma vie à l'avenir. Donc, il n'y a pas de chiffre magique, d'accord, pour le coverage. Mais c'est vraiment important. Enfin, je pense qu'on peut demander un chiffre élevé sur le code où se trouve la logique métier. Ça, c'est un petit peu, je pense que c'est ce qu'on devrait faire, en tout cas. Surtout si vous êtes un leader technique et qu'on paye pour ça. Et puis, considérer les autres types de tests, ne pas les oublier, ne pas les occulter. Il faut voir le truc de sa globalité. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce qu'on a un code coverage élevé que ça garantit une haute qualité. Mais le truc important que je vous soulignais au début, un code coverage bas indique qu'une grande partie du code n'est pas testé. Le principe de Pareto, n'allez pas chercher les derniers 20%, vous allez crever. Vous pouvez, mais faites attention, à pas trop vous essouffler avec ça. Ce n'est pas forcément ça qui va faire le quick win. Et puis, le mutation testing, c'est un outil qui est important, qui est intéressant pour évaluer nos tests. Je trouve toujours pertinent de s'auto-évaluer aussi. Est-ce que j'écris du bon test? Je suis un leader technique, on me demande de donner des guidelines, les gens viennent se référer à moi. Est-ce que moi, je suis capable d'écrire du bon test, du bon code? Ça, c'est intéressant aussi de se challenger. Et ça, c'est un petit peu les messages, comment dire, niveau tooling, un peu factuel. Puis j'aime bien avoir des messages aussi basés sur la perception, un peu plus sur l'humain, un peu plus soft. La citation qu'on a vue avant, le code legacy, c'est simplement du code sans test. C'est un truc, je pense que c'est bon de le garder à l'esprit. Que le code coverage est une manière d'encourager les gens
à faire plus de testing automatique. C'est pas, on peut parler de TDD, on peut parler d'un tas de trucs, d'un tas de manières de faire, mais je pense que c'est une manière de faire, assez facile à mettre en place. Toujours considérer des étapes pour l'amélioration, ne pas avoir peur d'en faire, travailler que sur le nouveau code, sur le code entier, faire des actions ponctuelles ou faire au fil de l'eau. Voilà. Ça dépend des situations, ça dépend les étapes. Et puis, rappelez qu'on est des humains, tous. Je pense que, en particulier, quand on vous demande d'écrire des guidelines, c'est important d'écouter ce que les gens répondent, ce qu'ils font comme feedback. Et puis, convaincre plutôt qu'imposer. Souvent, je pense qu'en tant que leader technique ou architecte, c'est rare qu'on ait le pouvoir d'imposer quelque chose vraiment. En général, on fait des recommandations. Et puis, comme on n'a pas de pouvoir hiérarchique, c'est des fois difficile de se faire, d'avoir ce qu'on propose imposé ou mis en place. Si vous avez des voix très fortes en face, ça peut être compliqué. Donc, je pense que là, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris de cette expérience très personnellement, c'est d'aller convaincre les gens et d'écouter leur feedback plutôt que d'imposer. Et pour moi, la clé de convaincre quelqu'un, c'est juste d'aller voir où est son intérêt. Si on arrive à trouver l'intérêt de la personne en face, c'est plus facile d'aller convaincre. Enfin, de psychologie. Et puis, les actions spontanées viennent quand on a un mindset qui est bon. Si on arrive à travailler, ça va dans le même sens que convaincre les gens. Si on arrive à travailler un peu sur l'état d'esprit et que les gens amènent du positif, forcément, les actions vont être spontanées et surprenantes, inattendues. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur le mindset et pas que sur la technique. Voilà, on est au bout. Merci pour votre attention. J'espère que vous aurez retenu une ou deux choses de ce talk. Si vous voulez me faire un feedback, je sais pas, un petit formulaire, vous scannez le QR code, puis vous me dites qu'il y a des choses à améliorer. Et puis, les questions et commentaires sont les bienvenus. N'importe quoi. Alors, de notre entreprise, oui, c'est la même personne. Dans toutes les équipes, enfin, non, pas toutes les entreprises sont pareilles, mais chez nous, c'est obligatoire. Quand vous faites un développement, vous devez mettre les tests avec. Et c'est toujours la même personne c'est le même développeur qui va faire les deux. Ça n'empêche pas que quelqu'un d'autre vienne tester. Ça n'empêche pas de faire des tests manuels aussi sur ce que vous livrez. Ça n'empêche pas qu'il y ait un code review. Mais les tests sont fournis par la même personne qui écrit le code. Donc, qui contrôle qu'il y a bien des tests, c'est un blocage d'un point de vue, combien il y a les pull requests, de dire il n'y a pas de test à un temps. Exact. Sur le Donc, il y a quand même une obligation de les faire après au service. Ouais. Mais si les équipes étaient libres d'implémenter le step ou non dans leur workflow, tu peux appeler la quality gate ou l'ignorer. Elle te dit. Parce que je dis, nous, dans notre équipe, on a la bonne volonté de dire oui, on va faire des tests pour améliorer la qualité. Ouais. Et puis finalement, au fil de l'eau, il y a un moment où on vient au time to market, etc. Puis on fait un premier commit où on se dit bon, tant pis, je ne fais pas le tel coverage, je ne regarde plus. Puis avec le temps, finalement, quand on va rejeter un Asana, on se dit oh mon Dieu, ça a bien décalé. Donc, comment on maintient ça au fil de l'eau, de se dire, il faut vraiment forcer les gens à se dire, on se base sur le métrique quand même, du coup, de dire là, sur ce commit-là, il n'y a pas de test, du coup, on la bloque. Oui, alors nous, on a vraiment des quality gates bloquantes, en fait, de nos workflows, de nos builds. Ça exécute chez Coco, ce genre d'agent-là, ça mesure le coverage. C'est Sonar qui gère ça et qui vous donne un petit oui ou non. Et puis, en fait, finalement, Sonar nous donne toujours oui ou non. La question, c'est est-ce qu'on l'écoute ou pas. Et nous, on a décidé de notre équipe et de toutes les équipes, visiblement, de l'écouter. Mais si pour une raison ou une autre, il fallait absolument bypasser ça parce qu'on travaille sur une application tellement legacy que ça ne sert à rien, ou qu'elle pouvait mourir, je ne sais pas quoi, qu'on veut juste mettre qu'elle est maintenance, elle n'est plus maintenue, eh bien, on peut sauter cette étape de la quality gate. Elle sera toujours exécutée, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter, de l'intégrer. Nous, on pète le build si ça fait, si la quality gate ne passe pas. Et on bosse avec des pull requests en grande partie. Il y a des équipes qui font du trunk-based, mais je ne vais pas parler pour elles parce que
je ne partage pas toujours ces mêmes perceptions. Ouais. Alors, je ne sais pas. Monsieur qui est en premier. Ah, ouais. Petite question. Au moment où on a voulu monter le coverage, j'imagine le langage c'est Java, c'est plutôt statique, comme typage. Est-ce que ça n'a pas impliqué un refactoring dans certains endroits pour pouvoir se repérer un objet de test, par exemple? Et du coup, on va se retrouver à la factory du code qui n'est pas bien testé, donc ça existe. Je ne l'ai pas entendu dans le. Ça peut le faire. Pourquoi il n'y a pas eu sur ce point-là? Et en fait, je pense que ça dépend. Je n'ai pas tous les codes en tête, hein, mais je suis sûr que dans certains composants, certaines applications, il a fallu refactorer pour fondre la chose testable. Par exemple, si vous ne permettez pas l'injection de dépendance, c'est vachement plus compliqué de mettre des mocks là-dedans. Donc là, il y a eu peut-être un peu de refactoring, mais ce n'était pas forcément du refactoring sur la logique métier. C'était peut-être plus sur les signatures ou la visibilité des choses, peut-être. Moi, par exemple, j'aime pas trop de problème à ce qu'une méthode qui devrait être seulement privée soit rendue, pas publique, mais package protected, par exemple, en Java, pour qu'on puisse bien la unit tester. Parce que ce n'est pas forcément du code, c'est du code chez nous qui reste en interne, ce n'est pas quelque chose qu'on expose, on ne vend pas des librairies non plus. Et ça ne me pose pas trop de problème avec ça. Je préfère, je crois, que la visibilité d'une méthode soit pas parfaite, aussi en termes vraiment comment dire, théoriques, mais vachement plus facile à tester. Mais il y a certainement eu des endroits où il a fallu refactorer. À mon sens, vu que ça s'est fait super vite, ça ne devait pas être beaucoup d'endroits sur la code base. Tu disais au début que vous avez introduit ces 80% de code coverage. Vous avez surtout focalisé sur les web services, sur les microservices, pas forcément sur le front-end. Ouais. Vous avez maintenant mis cette règle sur le front-end aussi? Alors, en partie, ouais. Sur une des applications qui est dans notre équipe, oui, on l'a mise. Ça a râlé. Ça a râlé, mais par contre, ça a prouvé que c'était possible. Parce que, bon, en l'occurrence, c'est du Angular TypeScript. Okay. Et puis, c'est vrai qu'il n'est pas à 80% le coverage en overall sur cette application, parce que c'est une application qui a un certain historique. Il est peut-être à 65-70%. Mais quand même, tous les nouveaux devs, toutes les nouvelles pull requests exigent ce 80%, y compris sur le front. Après, pour rien cacher, on a l'application du website, qui est une espèce de gigantesque monolithe très difficile à découper, où là, disons qu'ils n'ont pas voulu souscrire à cette règle parce que le front-end, c'est spécial. Oui, je pense que c'est cool. Vous avez beaucoup de lignes de code et de test coverage, beaucoup de statistiques. En plus, 4 ans, je crois, depuis 2019 aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce serait possible de corréler, vous avez augmenté la coverage, de corréler avec d'autres mesures pour, par exemple, je pense, maintenant, est-ce qu'on voit moins de bugs? On peut mesurer combien de bugs il y a maintenant ou combien de temps on met pour résoudre un bug ou pour ajouter une nouvelle feature parce que les codes maintenant mieux écrits et donc on s'attend et ce sera plus vite. Alors, une chose dont je suis sûr, c'est les déploiements. Ils prenaient 3-4 jours à déployer parce qu'il fallait faire du testing manuel entre deux, du cross-testing. Désormais, elle peut être livrée en 20 minutes ou 30 minutes. Je n'ai pas de graphique à vous montrer avec ça. Mais je suis assez sûr que ce testing automatique nous a permis de nous appuyer fortement dessus pour la livraison continue. En fait, c'est ça après qui a permis un vrai changement de l'efficacité pour réduire le time to market. Et je pense que c'est notre force actuelle, c'est que tout ce qui fait fonctionner nos outils chez Migros Online est du code interne. Donc, si vous voulez un changement, si quelqu'un des dépôts, de la logistique veut un changement, il vient nous voir, on discute, bien sûr, c'est priorisé, mais on peut le livrer hyper peu. Parce qu'on ne va pas acheter le code à quelqu'un, faire un change request, je ne sais pas quoi. Donc, finalement, on a gagné beaucoup de flexibilité et réduit ce time to market. Pour la question des bugs, des defects, c'était dur à dire. C'est très dur à dire parce que, comme l'entreprise a aussi énormément grandi, j'ai un peu moins la vision globale de l'entreprise. On a passé de 3 ou 4 équipes dev à 13 ou 14 aujourd'hui.
Donc, je ne peux pas facilement répondre à ça. J'ai trouvé intéressant aussi pour le présenter, pour comprendre mieux time to market. Si on voit, théoriquement, c'est bien, on voit code coverage, mais si on voit le résultat, ça rend la vie plus facile après. Et du coup, en fait, le time to market est encore plus réduit. Mais c'est très difficile à mesurer, ça, comme métrique, parce que chaque feature est différente. C'est pas facile d'être objectif. J'avais un peu la même question, parce qu'en fait, la motivation des équipes, de ce que j'ai compris, c'était pour passer les audits plus facilement, puis en fait, pour réduire les incidents de production, en gros. Pas que, mais ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez des données sur ça? Parce que là, ça serait intéressant de voir si effectivement ça réduit le nombre d'incidents de production ou pas du tout. Est-ce que le test sert à quelque chose? Non, pas une rame, mais. Non, il fallait faire des tests avant. C'est dur à te répondre. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'incidents de production? C'est pas facile parce que la croissance a énormément augmenté. On s'est pris 40% de croissance aussi. On a ouvert un nouveau dépôt à l'arrache pendant le Covid, pendant le lockdown. Au début, ça a généré plus d'incidents, en fait, mais ce n'était pas forcément lié au testing. C'est dur à répondre. Je pense quand même qu'un des principaux gains qu'il est finalement chez les développeurs, le confort, de livrer un truc avec confiance. Je pense qu'on a aussi, comment dire, franchi un peu cette étape de dire qu'on est capable de livrer à peu près n'importe quand, même si c'est un vendredi soir, et même un week-end ou une nuit. On n'est pas trop effrayé par ça, parce qu'on se base sur un testing automatique assez fort. Alors qu'avant, peut-être vous vous souvenez, il fallait faire du cross-testing. On faisait une feature, puis c'était quelqu'un d'autre qui venait faire du test manuel dessus. Forcément, ça prenait beaucoup de temps à faire. Mais j'ai pas trop ces métriques-là. Puis c'est dur à dire parce qu'on doit les corréler avec l'expansion d'entreprise aussi. Je pense qu'entre 2019 et 2022, les chiffres qu'on a vus avant, le chiffre d'affaires a presque doublé. Ça devrait faire 2 fois plus d'incidents, je ne sais pas. Ce que vous avez mis en place en interne pour la formation, si on a un employé qui n'aime pas le faire, former au niveau de test automatisé, quel outil, quelle personne vous le voir, quelle ressource vous avez à disposition pour améliorer la qualité de ces tests? Alors, outils, pas grand-chose de plus que ce que j'ai cité, c'est-à-dire d'aller voir dans Sonar pourquoi ça pète, ce qu'il a fait. Vous avez bien sûr les IDE qui lancer le code, lancer la suite de tests avec le coverage, par exemple. Ça vous montre très vite les lignes qui ne sont pas testées. Donc, ça, c'est plus. Je pense qu'on travaille plus de nos équipes avec, quand une nouvelle personne arrive, quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, disons, avec un senior qui va vraiment le coacher sur un certain nombre de choses, un certain nombre de best practices. Le faire du code review aussi, ça aide en fait avec ça. C'est une espèce de. Je pense qu'au début, on n'est pas très bon dans pair programming pour faire monter en compétences et en confiance, je pense surtout aussi les personnes qui débutent. Mais on n'a pas un outil magique. Alors oui, il y a le mutation testing que maintenant les gens découvrent un peu et disent « Wow, c'est cool !» parce que ça montre hyper bien ce qu'il faudrait changer ou ce qui n'est pas testé, ce qui n'est pas pris en compte. Mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de processus techniques ou de formation vraiment. On est plus basé sur assigner un junior avec un senior à un senior pour qu'ensemble ils puissent travailler sur quelques features, peut-être différents seniors aussi pour voir différentes manières de faire. Et au final, faire monter en compétences. Il n'y a pas de recette magique là à ce niveau. Ça dépend aussi des équipes. On a des équipes relativement petites, peut-être, je ne sais pas, entre 6 et 8 personnes dans une équipe. À une époque, c'était plutôt 15-16. C'est une différence. Oui, j'ai une question sur est-ce que vous avez eu d'autres indicateurs ou d'autres tendances sur, par exemple, le turnover ou le bien-être des gens, la qualité? On n'a pas de collègues actuels qui traitent de l'entreprise pour répondre. Ou même une tendance, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est aussi un indicateur qui est important, en fait. C'est pas que les défects en prod, les bugs en prod, c'est la manière avec laquelle se sentent les devs dans les équipes. J'ai l'impression, pour répondre vraiment à toute sincérité sur une opinion très personnelle, que ça a apporté un tel confort aux gens qui seraient incapables de revenir en arrière à des cycles de release de 6 semaines avec 1 semaine de testing manuel
Ça serait juste impossible. Et quand on nous dit aujourd'hui, ouais, mais continuous delivery, mais c'est évident, quoi, tout le monde fait ça. Ouais, mais non, on a dû le mettre en place, on a dû forger le truc. Donc là, il y a une première partie de la réponse, c'est que les gens trouvent que c'est normal de faire comme ça. C'est plus qu'évident, puis si on devait faire autrement, ce serait sacrément négatif. Je dirais, moi, je fais passer un certain nombre d'interviews techniques pour les candidats. Et j'ai quand même l'impression que ça fait partie d'un tout sur notre stack IT qui est relativement attirante. Alors, elle n'est pas aussi attirante que peut l'être une startup, je pense, mais malgré tout, elle est pas mal à la pointe et pouvoir présenter ces chiffres et cette manière de travailler surtout, je pense, attire plus facilement les gens parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont avoir de la responsabilité, mais donc aussi de la marge de manœuvre et un environnement qui est assez agréable de travail. On n'a pas de QA, par exemple. On n'a pas de gens qui viennent vérifier ce que vous avez fait. Dernière question. Bon, moi, j'ai une question. Il ira en deuxième. J'ai une question pour tout le monde. Votre coverage était assez élevé il y a un an de ça. Donc, peut-être la question, c'est pas forcément pour vous, mais pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils comme Copilot avec les tests unitaires? Une présentation, on s'est dit c'est beau, mais pour le moment, on n'a plus eu testé, mais on a eu une présentation seulement. Je pense que ça peut être déjà un bon outil parce qu'on Ça vend pour rattraper énormément de voilà. Mais je n'ai pas de retour sur la qualité de. J'ai fait l'exercice une fois d'essayer de faire du pair programming et puis lui dire d'écrire les tests. Puis après, moi, je connais le code de production par rapport à ces tests qu'il écrivait. Ça prenait plus de temps à lui expliquer que de le faire moi-même. Je trouve intéressant, le contraire, d'écrire les tests et voir s'il est capable d'écrire le code de production. Là, c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. C'est une question. Oui, normalement, il y a un raccourci. Ça fait que tu lui expliques qu'en fait, c'est pas vraiment propre et donc il faut qu'il reprenne son code meilleur. Et du coup, tu peux faire plus vite après. Nous, on est en train de faire un post sur Copilot actuellement. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui le testent actuellement, tous les jours. Je n'ai pas les résultats, les feedbacks de tout le monde. Moi, je peux donner mon feedback. Je pense que la tendance générale, quand même, c'est pas magique. C'est pas magique, c'est pas un 40% de gain. Moi, ça m'a évité du copier-coller. Ça, c'est vrai. Et puis, je trouve l'outil assez fort parce qu'il arrive à lire. Il prend le contexte du code, en fait, et il est capable de générer les choses pas par rapport à un code qu'il a vu dans sa code base, mais l'adapter à ce que nous, on a écrit comme méthode et comme test précédent. Donc, il m'a aidé à écrire, si vous voulez, un peu tous les autres cas, un certain nombre d'autres cas. Finalement, c'est assez cool de faire tab plutôt que de devoir faire copier-coller pour modifier les trucs ou se les taper à la main. Tout ça. Mais je ne dirais pas que c'est magique. Je pense que c'est valuable quand même. Je pense que ça vaut probablement les $20 par mois. Je ne sais plus exactement. Ouais, c'est la version cloud ou c'est la version promesse pour la partie de. Je pense que c'est le copilote qui est fourni peut-être un GitHub de base. Moi, je ne suis pas sûr, parce qu'avec la data privacy et la propriété intellectuelle du code d'une entreprise, ça ne peut pas la balancer. Je pense qu'on a peut-être une version en micro de la chose. Ça, c'est possible. Oui, ils ont ce truc qui est complet, là, depuis ça va. On balance tout le code chez eux. Ouais. Et moi, j'ai commencé à tester celui-là de l'AI de JetBrains. J'ai désactivé Copilot, j'ai commencé à voir la différence. Parce qu'il y a, pour l'instant, c'est plus ou moins critique. À toi, Romain. Merci déjà pour le talk, c'était vraiment intéressant. J'ai une question par rapport au type de test et au type de logiciel que vous avez testé. Tu as mentionné les composants legacy, les microservices plus récents, ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a des types de tests qui ont été plus appliqués pour certains types de logiciels et d'autres types de tests dans d'autres types de logiciels? Et puis quelle était la temporalité? Je pense que ça dépend de chaque équipe. Parce que pas toutes les équipes ont la même perception du testing. Et puis les équipes ont leur marge de manœuvre avec ça. Elles ont leur liberté. Elles doivent assumer cette responsabilité et donc elles ont cette liberté. Je pense qu'il y a quelques années, on n'avait que du code qui n'était absolument pas testé.
et que la première étape, c'était obligatoirement d'écrire du test unitaire, quel que soit l'applicatif, quel que soit le type. Et ensuite, entre autres, Nicolas nous a poussé avec ça pour dire les microservices, regardons ce qu'il a dit dans le blog de Martin Fowler à ce niveau, par exemple, et comment on devrait les tester. Et quand vous écrivez les API, forcément, vous faites des contrats quelque part, et donc vous devriez faire du contract testing. Et je pense que c'était la deuxième chose qui a été mise en place, peut-être avec l'integration testing pour les connexions, entre autres, aux bases de données. Et les dernières, je pense, c'est les acceptance testing ou les component testing, où vous testez un peu l'entier d'une feature. Ça, c'était un peu le parcours qu'on a fait sur les microservices. Sur les autres types d'applicatifs, comme les applications front-end, je pense que assez vite, il y a eu le unit test en même temps que le end-to-end testing, entre autres avec Cypress, par exemple. Et puis que ça se répartit à peu près à 50%. De les microservices, je pense honnêtement qu'on a 95% de unit test. Et après, vous avez ensuite les integration tests. Contract tests, il y en a un peu moins. Puis les acceptance tests, où vraiment vous en avez très peu parce que vous testez vraiment le use case en entier qui est souvent difficile à tester en fait, et à maintenir. Donc, je pense qu'on est allé un peu comme ça, commençant par ce qui coûte pas cher en fait et qui garantit une bonne partie du testing. Je sais pas si ça répond à ma question, en fait, si je peux la résumer, est-ce qu'en majorité, c'est une pyramide? Ouais. C'est une pyramide chez nous. C'est clairement une pyramide. Elle n'est pas forcément régulière d'ailleurs. Ouais. D'accord, merci. Ok. Ouais, c'est tout le monde, très rapidement, pour le mutation test, en fait, sur la chaîne YouTube de la communauté, il y avait Nicolas Frankel qui a présenté le mutation testing. Pas de la voir. En 2022, il a fait une présentation de mutation testing, donc je vous invite à aller voir la vidéo, si vous savoir plus. Voilà. Et puis autrement, on a acheté 2-3 trucs, oui, à la COP, parce qu'à la COP, il y avait l'alcool. Chez Micro9 aussi, on vend de l'alcool. Je sais, j'ai sauté. Merci beaucoup pour la